Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la plus grande découverte qui a été faite pour comprendre l'humanité. Alors, bien sûr, ce n'est pas une découverte scientifique du même ordre que la découverte des antibiotiques par Fleming, qui a permis à des millions de personnes de survivre et de ne pas se faire emporter par des infections bactériennes, ni des découvertes comme Semmelweis en a fait, hein, qui était de comprendre qu'il fallait se laver les mains avant d'accoucher, d'aider à accoucher les femmes, ce qui a empêché des centaines de milliers de femmes de ne pas mourir d'infection. Ça, ce sont des grandes découvertes technologiques, hein, particulièrement pour Fleming, qui est pour moi Fleming le plus grand bienfaiteur de l'humanité par cette découverte. La découverte dont je vais vous parler est une découverte qui n'apporte pas un plus dans la vie de tous les jours au niveau technologique, mais qui apporte un plus dans la compréhension du monde et dans la compréhension de ce que nous sommes et de ce que sont les hommes. Alors, cette découverte, c'est moi qui l'ai faite. Je l'ai fait par hasard, hein, je n'attribue pas ça à moi, j'attribue ça au hasard et au chemin de vie. C'est une découverte linguistique, hein, qui permet de comprendre qui nous sommes et qui est la découverte sur laquelle on peut bâtir une humanité qui sera d'où elle vient et qui elle est exactement. Alors, cette découverte linguistique, je vais vous en parler en vous lisant quelques petits textes que j'ai écrits pour que vous compreniez que l'homme, c'est le verbe. L'homme s'est construit autour du verbe et autour de la parole. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. C'est dit dans les textes religieux, hein, c'est dit d'une façon symbolique, mais on comprend que derrière ces textes religieux, il y a une vérité scientifique cachée. Alors, au commencement était le verbe. Qu'est-ce que le verbe? Le verbe, c'est dire je suis, j'étais et je serai. C'est donc incorporé dans son langage de primate, hein, de singe, hein, comme on était avant, des notions de temps que nos ancêtres n'avaient pas au départ et ont acquis d'une façon fortuite mais logique. Hein, notions de temps qui font l'homme, parce que si les animaux sont capables de penser au futur, de penser à l'avenir et de préméditer des actions, ils ne l'expriment pas dans leur langage. Vous comprenez la différence entre penser à l'avenir et pouvoir l'exprimer auprès de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de son espèce. Voilà, on peut penser au passé et de pouvoir l'exprimer auprès de quelqu'un de son espèce. Les animaux, dans leur communication, sont le plus souvent dans le présent, ici et maintenant, dans l'immédiateté. Donc, je vais vous lire quelques textes qui sont issus de l'éveil des consciences, Penser et l'éveil des consciences, ou Comment devenir un homme libre, et l'éveil des consciences de Penser pour moi-même et pour les autres. Donc, la plus grande découverte que j'ai faite, c'est justement la compréhension de l'arrivée des notions de temps dans le langage humain et comment celles-ci sont-elles arrivées. Donc, je vais vous lire le premier petit texte qui s'appelle « Quelle est la cause du développement du cerveau humain et de notre intelligence supérieure ?» Si le cerveau humain s'est développé d'une façon phénoménale en volume, c'est juste qu'il a eu la possibilité, pendant des millions d'années, Pendant des millions d'années, le développement en volume du cerveau de nos ancêtres s'est fait d'une façon relativement lente. Mais tout s'est accéléré ces 3 derniers millions d'années. Quel phénomène exceptionnel a entraîné le développement de notre cerveau? Certains diront que c'est l'entrée en savane et le changement radical de nourriture induit par ce changement de milieu qui força nos ancêtres à se rabattre sur une alimentation plus carnée, apportant les nutriments nécessaires au développement d'un gros cerveau. Mais même si les protéines et les graisses animales permettent d'apporter les briques moléculaires pour développer un gros cerveau, ce n'est pas la raison principale. Car si c'était le cas, les lions ou d'autres gros carnivores auraient bien avant nous envoyé des fusées dans l'espace. De même,
le fait d'être capable d'utiliser des objets comme prolongement du corps pour réaliser des activités de survie, c'est-à-dire d'utiliser des outils, aurait concouru au développement de notre cerveau. L'outil a bien sûr participé au développement du cerveau humain, mais d'une façon secondaire, car beaucoup d'animaux en utilisent sans pour autant développer un cerveau aussi volumineux que celui de l'homme. La cause du développement du cerveau humain en volume et en complexité est bien plus simple à comprendre et découle directement de l'apparition d'un outil dans la vie des hommes qui a rendu les mutations génétiques positives entraînant une prolifération des neurones enfin utiles. Car bien que le cerveau soit évidemment essentiel à la survie, le cerveau n'en demeure pas moins un consommateur d'énergie important. Et un gros cerveau qui n'a pas d'utilité précise est une perte énergétique brute pour l'individu, donc un désavantage pour la survie. Qu'est-ce qui a donc donné à notre espèce un avantage dans la conservation des individus ayant des mutations entraînant la prolifération des neurones? Tout simplement l'apparition d'un nouvel outil permettant, malgré la consommation calorique que cela entraînait, d'optimiser cette prolifération neuronale. Et ce nouvel outil, c'était le langage complexe avec l'apparition de notions de temps et la compression de données en mots qui permirent au gros cerveau de devenir l'arme ou l'outil le plus efficace pour conquérir le monde, le transformer et l'asservir. Sans le langage complexe humain, un gros cerveau et une grosse mémoire stockée dans un vaste réseau de neurones interconnectés est complètement inutile. Stocker une quantité énorme de souvenirs dans un gros encéphale, souvenirs qui sont des informations perçues par nos sens et correspondent à des neurones stimulés simultanément par nos sens et ayant généré des connexions neuronales qui relient entre ces groupes de neurones et qui se réactivent simultanément à des situations sensorielles semblables, n'est pas d'utilité, car cette mémoire sans langage complexe ne peut pas être utilisée rapidement et devient donc complètement inefficace par sa lenteur pour réagir à des situations de survie, qu'elles soient dans la quête calorique, comme la prédation, ou pour réagir à un danger imminent. En effet, face à une opportunité ou un danger, il est bon d'agir rapidement. Et une grosse mémoire sans la compression de données en mots et de notions de temps pour aller chercher ces données dans le passé mémorisé, les analyser et les projeter dans un futur conceptualisé, est trop lourde à gérer et totalement inefficace par la lenteur de l'analyse produite. Imaginez qu'un lion surgisse devant vous. Si vous réfléchissez trop lentement à ce que vous allez faire, vous êtes mort. Et pensez à votre situation dangereuse en essayant de l'analyser si vous n'avez pas le langage complexe, c'est-à-dire des mots et des notions de temps, est impossible à effectuer rapidement. Pensez au lion sous sa forme, sa couleur, son odeur et les sons qu'il produit. En réfléchissant à cela avec toutes les sensations pour gérer le danger et trouver la meilleure solution pour survivre est un processus bien trop lent pour être efficace. Et sans ce langage complexe humain, la meilleure façon pour survivre et agir rapidement, c'est le réflexe conditionné, c'est-à-dire la capacité de réagir automatiquement à un stress en ayant auparavant mémorisé des actions vécues et en les reproduisant en réaction automatique lors de confrontations à des situations similaires. C'est ainsi que sans langage complexe, le réflexe conditionné est ce qu'il y a de plus efficace pour réagir rapidement à un danger ou à une opportunité. Imaginez que vous ayez été confronté à un lion. Sous stress, vous avez eu un petit moment de flottement. Puis, vous êtes baissé dans les herbes et vous avez couru le plus rapidement possible pour vous réfugier dans l'arbre le plus proche. Ayant survécu à cette confrontation dangereuse et grâce au stress qui va générer par un processus chimique un épaississement des connexions neuronales stimulées pendant cet événement, vous allez ancrer ce souvenir dans votre mémoire et permettre en cas de situation similaire de réagir automatiquement de la même façon. Mais cette fois-ci plus rapidement encore, sans temps de flottement, car l'information électrochimique de réaction cheminera plus vite dans le réseau synaptique, neuronal et synaptique épaissi par l'expérience précédente. C'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Mais au cours de l'évolution humaine, le réflexe conditionné, même s'il garde des avantages
dans de nombreuses situations, a été détrôné par un langage complexe permettant l'analyse par la parole, d'où découlent les actions réfléchies et choisies en toute conscience. Cette nouvelle façon de réagir au milieu a été déclenchée par la découverte fortuite d'outils de communication qui ont révolutionné l'évolution humaine. Le premier outil qui transforma un singe bipède en être humain fut l'introduction de notions de temps dans le langage. Cet outil linguistique qui fit l'homme est consécutif à la bipédie et à notre entrée en savane. Dans ces vastes plaines herbeuses, les membres supérieurs libérés de la locomotion peuvent servir à tenir des outils pour frapper ou lancer, mais le plus souvent par le pointage, c'est-à-dire montrer avec le doigt tendu, c'est ça, servir à indiquer le sujet de notre attention, mais aussi indiquer d'où nous venons et où nous allons, indiquer la flèche du temps, indiquer d'où je viens en montrant derrière moi, c'est-à-dire indiquer le passé, et indiquer où je vais en montrant devant soi, c'est-à-dire indiquer le futur. Le singe bipède était devenu l'homme, un être capable de communiquer par les gestes des notions de temps. Il ne lui restait plus qu'à rajouter des sons et des gestes, et plus tard enlever les gestes, et l'homme se retrouvait avec des notions de temps dans son langage, lui permettant de parler du passé, et par cela d'épaissir les connexions neuronales correspondant à des souvenirs, et ainsi d'ancrer sa mémoire dans son cortex pour mieux la stocker et l'utiliser, et aussi parler de l'avenir permettant au groupe d'organiser des actions futures complexes en vue de maîtriser, de conquérir le monde. L'homme historique était né, parlant du passé, pour ancrer dans son cerveau l'histoire du groupe, qui est un répertoire d'actions correspondant à des situations salvatrices, et parlant du futur en groupe, maîtriser et conquérir l'univers par l'action, et parler du futur en groupe pour maîtriser et conquérir l'univers par l'action réfléchie, organisée et préméditée. L'acquisition de cet outil linguistique extraordinaire, qui correspondait au départ à des sons très basiques, permettant de s'extirper du présent, de l'ici et maintenant, pour basculer dans le passé ou le futur par la projection mentale, rendit la mémoire utile et enclencha la conservation de mutations accélérant la prolifération neuronale. C'est à partir de ce moment-là que le cerveau se mit à grossir, car il pouvait utilement stocker de la mémoire. Parallèlement, l'homme maîtrisant les notions de temps, il était utile à celui-ci de stocker un maximum de données pour pouvoir les utiliser par l'analyse dans la conquête du monde. C'est ainsi que le vocabulaire se développa, vocabulaire qui correspond à des compressions de données en sons que l'on appelle des mots, mots qui correspondent à des choses et des concepts ressentis. Grâce aux mots, il n'était plus besoin de penser en permanence le monde en sensations, utilisant trop de neurones et d'énergie, et véhiculant trop lentement une information trop lourde. Il n'y avait plus, en cas de danger, à penser au lion avec tous ses sens, c'est-à-dire à la forme, à la couleur du lion, au son qu'il produit, à l'odeur qu'il dégage, à sa consistance, bien trop de données ralentissant la réflexion. L'homme n'avait donc qu'à penser au lion, n'avait donc qu'à penser lion, le son symbolique correspondant à toutes ces données pour conceptualiser l'animal sans en approfondir la représentation sensorielle. C'est ce qu'on appelle la compression de données. Un seul son pour remplacer une énorme somme d'informations sensorielles. La compression d'une grande quantité de données dans une seule vibration sonore. Le mot permit à l'homme d'accélérer sa réflexion face au danger ou à une opportunité, rendant l'analyse de la situation par le langage enfin utile. L'homme confronté à un lion pouvait fuir en réflexe conditionné ou mieux encore, analyser rapidement dans sa tête par le langage complexe la situation et choisir en toute conscience la solution qui lui paraissait la meilleure, déroutant par là les prédateurs habitués à des proies aux réactions stéréotypées ou les proies habituées aux prédateurs aux réactions programmées. L'homme, par l'analyse rapide donnée par la compression de données en mots et par le maniement de notions de temps lui permettant d'anticiper, devint un prédateur et une proie imprévisible, capable d'analyser et d'anticiper ses actions de fuite
ou d'attaque, et non pas seulement de réagir d'une façon réflexe. Le langage complexe permit à l'homme de devenir un super prédateur qui allait maîtriser la nature et la transformer pour la plier à ses désirs et à sa volonté de puissance. C'est ainsi que doté de notions de temps permettant de jongler avec des mots qui sont des compressions de sons, de données sensorielles lourdes correspondant à des choses, des concepts, des émotions, une grosse mémoire devint enfin utile, car l'homme pouvait analyser et penser rapidement pour réagir à ce qu'il percevait du monde par ses sens. À partir de ce moment-là, toutes les mutations entraînant des proliférations de neurones dans le cortex devinrent positives, augmentant la mémoire de l'homme et du même coup la taille de son cerveau. Et chaque perfectionnement du langage, chaque trouvaille linguistique découverte fortuitement au cours des conversations du groupe et qui facilitait la communication des individus et le maniement d'informations, rendait le développement en volume du cerveau de plus en plus utile. Si le cerveau humain a explosé en volume, c'est donc en réaction à des découvertes linguistiques fortuites qui, au cours de l'évolution humaine, se sont succédées, entraînant du même coup à chaque progression technologique du langage par réaction, un développement du cerveau en volume et en complexité. Voilà, alors ce que je viens de vous lire, là, n'a été expliqué nulle part, et c'est la pierre de fondation de l'humanité. L'homme, c'est le verbe, l'homme, c'est les notions de temps. Et c'est normalement avec une explication de la sorte, qui est une découverte anthropologique, si vous voulez, que je mériterais d'avoir le prix Nobel. Et c'est cette découverte qui m'a permis de recevoir aussi énormément d'insultes et de menaces de la part de gens à qui qui trouvaient que ceci était stupide. Bien sûr, quand on écoute ce que je vous explique, c'est de la logique pure, c'est d'une simplicité enfantine, mais ça en reste tout de même la plus grande découverte pour comprendre l'humanité. Bien sûr, comme Semmelweis, qui, après la perte de sa femme qu'il aimait tant, comprit que quand d'une façon instinctive, quand on se nettoyait les mains avant d'aider à faire accoucher les femmes, quand on est une sage-femme ou un médecin, on avait statistiquement beaucoup moins d'infections et de femmes qui mouraient. On avait une bien moins grande compréhension à l'époque des microbes qu'on ne comprenait pas. Mais Semmelweis, par cette découverte fortuite, a permis à des milliers de femmes, c'est des millions de femmes plutôt, de survivre. C'est même pas en centaines de milliers, c'est en centaines de millions. Alors Semmelweis, c'est marrant parce que Semmelweis est un Hongrois. Je vis en Hongrie et Semmelweis, il a donné son nom à la faculté de médecine qui a aussi une maison d'édition et c'est la fac de médecine de Budapest, la fac de médecine Semmelweis, qui a édité mon bouquin, le guide des mouvements de musculation, et ça fait plaisir puisque voilà, c'est un grand Hongrois, et c'est le nom de la maison d'édition puisqu'elle appartient à la faculté de médecine. Donc je suis édité par une faculté de médecine, n'en déplaise à mes détracteurs. Voilà. Donc je vais vous lire encore quelques autres petits textes. On en profite pour vous faire comprendre ce qu'est l'homme et le langage humain, parce qu'on va essayer de parler de ça un peu ce soir. Je vais vous lire quelques textes issus de l'Éveil des consciences, qui est un livre de base pour comprendre le monde, qui n'est pas un livre loufoque du tout, qui est un livre technique, comme j'ai pu vous le lire ici. Et mes grandes découvertes ne sont pas des découvertes loufoques, c'est de la science pure et dure, et je m'appuie bien sûr sur des recherches scientifiques et sur des observations personnelles et sur de la logique et des statistiques, bien sûr. C'est une base pour comprendre. Voilà. Mais je suis un esprit libre et je ne suis pas académique, si vous voulez. Voilà. Mais je reste d'une grande lucidité et d'une grande logique. Alors, je vais vous lire un deuxième petit texte issu de L'éveil des consciences 2, Pensée pour moi-même et pour les autres, qui est une suite des réflexions sur le monde et sur l'humanité. Ce petit texte va parler aussi du langage et il est fait pour approfondir un peu le langage, pour vous faire comprendre le langage humain. Alors, ce texte s'appelle, comme son nom l'indique, très simplement, Comprendre le fonctionnement du langage humain. Ce qui fait l'homme, c'est son langage, avec des notions de temps, lui permettant de dire je suis, j'étais et je serai. Et par cela, de devenir un animal historique capable de transmettre le savoir, le sien, et par-delà la mort, celui des générations disparues.
relatant ce qui fut et qui probablement sera de nouveau, permettant de transmettre des connaissances salvatrices favorisant la survie des individus et, par cette possibilité de parler du futur, de préméditer en groupe des actions, donnant une supériorité incontestable à l'homme sur le reste des êtres vivants, faisant de nous les plus terribles prédateurs et conquérants que la terre ait portés. Ce qui fait l'homme, c'est aussi, par son langage, cette capacité de compresser des données sensorielles, émotionnelles et des concepts en son, permettant, associés aux notions de temps, de communiquer rapidement et de penser plus vite. Parler et écouter le langage humain est donc comme émettre et recevoir un film en faible définition, mais suffisamment clair pour en comprendre le sens. Parler et écouter est pour celui qui émet et pour celui qui reçoit le défilement dans la tête, par ces compressions de données en son, d'un film très pixelisé, qui, si nous prenons le temps de ralentir l'émission parlée du scénario, ou de s'arrêter sur un passage écouté, de mieux le définir et plus finement le visualiser. On peut alors passer symboliquement d'une grossière pixelisation à une véritable perception de conceptualisation cérébrale 4K, voire 10K. Émotions et sensations autres que visuelles et sonores, ressenties en plus. Symboliquement, le langage humain peut être comparé à une compression de sons de données sensorielles, émotionnelles et conceptuelles complexes qui permet, lors de la communication, pour celui qui émet et celui qui reçoit, d'utiliser un minimum de neurones tout en restant compréhensible. La compréhension sonore étant, chez les êtres vivants supérieurs, ce qui est le plus rapide et le plus économique pour visualiser, recevoir et transmettre des informations d'une extrême complexité. Mais que se passe-t-il exactement dans le cerveau humain lorsque nous parlons? Si cela est, au niveau électrochimique, assez compliqué à expliquer, et encore en cours de découverte, le principe est en réalité relativement simple. Pour comprendre la façon dont le langage humain s'est formé et fonctionne au niveau cérébral, il est intéressant d'étudier la lecture de l'écriture sonographique qui est une émanation du langage parlé humain. Quand nous lisons un texte, nous ne nous appesantissons pas visuellement sur chaque lettre des mots et leur ordre, mais nous concevons le sens des mots en fonction des mots précédents, de leur longueur perçue visuellement et de la première syllabe visualisée et écoutée intérieurement, et de la perception plus ou moins globale des formes qui composent le mot. C'est ainsi que le cerveau décode un texte. Il en va de même pour la communication verbale. Le son d'un mot correspond à une chose, une sensation, une émotion, un sentiment, un concept. Mais en écoutant le son, l'esprit ne reconstitue pas précisément la chose. Il n'en conçoit que la simplification la plus rapidement compressible et utilisable par le cerveau pour la communication. Avec le son du mot, nous n'activons dans notre cerveau qu'une petite quantité de neurones interconnectés correspondant à la chose que définit le mot. Mais la chose définie par le mot correspond en réalité à une quantité bien plus colossale de neurones, car en fonction de sa nature, la chose que le mot définit est liée à une multitude incalculable de neurones interconnectés correspondant à un ensemble et une suite de sensations et d'émotions. Mais aussi à d'autres mots correspondant, eux aussi, à d'autres suites de sensations et émotions. Tout cela imbriqué dans la complexité du tissu cérébral. Ainsi, parler et écouter, c'est émettre et recevoir des données compressées en son, permettant de transmettre de l'information globalement compréhensible, et en utilisant un minimum de neurones et en consommant donc un minimum d'énergie. Ainsi, le son du mot, qu'il soit recherché dans les neurones du cerveau par celui qui va l'émettre ou décodé par les neurones du cerveau de celui qui le reçoit, n'utilise qu'une quantité limitée de l'ensemble des neurones dans lequel ce mot est stocké. Quantité limitée qui permet tout de même d'avoir une compréhension de la chose correspondante au son, sans en avoir une vision précise souvent inutile à la compréhension, à l'exécution rapide des actions permettant la survie des individus. À titre d'exemple, quand on énonce ou l'on écoute la phrase « je vais au marché », il n'est pas utile de penser, visualiser et ressentir avec tous les détails et toutes les sensations correspondant à l'action et au mouvement d'aller au marché, de percevoir
tous les sons, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les odeurs et toutes les textures qui correspondent à notre mémorisation du marché, ni aux émotions qui sont liées. Émettre et écouter la phrase « je vais au marché » utilise donc un minimum de neurones interconnectés. Mais si notre attention reste sur cet ensemble de mots, la propagation électrochimique touchera, par les lésions dendritiques, de plus en plus de neurones, rendant la conceptualisation de « je vais au marché » de plus en plus précise, permettant, dans les cas extrêmes, par une activation massive de neurones, de vivre un rêve éveillé et, pour cet exemple, de percevoir et ressentir le marché comme si nous y étions. Ainsi, parler, écouter, c'est faire défiler un film de basse définition, c'est-à-dire à un niveau bas de ramification d'interconnexion neuronale et où sont codés perception sensorielle, émotion et concept. Mais rien ne nous empêche, si nous avons le temps et l'envie, de ralentir la diffusion du message ou de s'arrêter, rêveur, sur une partie du message, écouter pour laisser répandre les impulsions électrochimiques dans un maximum de neurones interconnectés pour avoir une vision de plus en plus précise de ce qui est exprimé par le message parlé jusqu'à vivre le rêve éveillé. Le langage humain est donc un magnifique moyen de communiquer rapidement par des informations compressées qui peut à tout moment être décompressée spirituellement pour la percevoir dans tous ses détails, si bien sûr nous en ressentons le besoin et en avons le temps. Si le monde que nous percevons est une reconstitution spirituelle ordonnée des variations énergétiques en intensité et en fréquence que nous recevons du monde, le verbe et la parole génèrent dans notre cerveau des réactions électrochimiques permettant de reconstituer spirituellement un monde imaginaire, plus ou moins proche du monde réel que notre esprit reconstruit par ce qu'il reçoit par nos sens. Nous vivons donc dans une simulation mentale du monde, et par le verbe, nous recréons une multitude de mondes imaginaires. Voilà, petit texte un peu complexe, mais qui vous permet, si vous ralentissez la lecture, ou si vous prenez le temps de revenir en arrière, c'est la chance d'avoir ces vidéos de YouTube, de mieux comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Nous sommes un animal qui visualise les choses par le verbe, c'est-à-dire que la parole permet de visualiser le monde. Nous pouvons raconter une histoire par ces notions de temps et ces compressions de données. Nous sommes le seul animal à faire ça, qui projette l'individu dans un passé mémoriel, un futur hypothétique ou en d'autres lieux et d'autres temps. Nous sommes un animal fantastique. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. C'est dans les textes religieux, mais faut-il encore les comprendre dans leur profondeur. Voilà. Je vais vous lire encore quelques petits textes techniques pour que vous compreniez, qui s'éloignent un peu de ma découverte, mais qui permettent de mieux la comprendre. Je vais vous lire un petit texte sur nous, le singe qui parle, le singe bipède qui parle. Un petit texte qui s'appelle « Développement du cerveau, intelligence et débit sanguin ». C'est un peu technique, mais beaucoup de gens qui me suivent aiment l'anatomie, font du sport aussi et s'intéressent, donc en faisant du sport, à l'anatomie, à leur corps et à son fonctionnement. Donc ce petit texte s'appelle « Développement du cerveau, intelligence et débit sanguin ». Si l'intelligence est liée au développement en volume du cerveau, ce développement en lui-même n'a pu voir le jour que par l'acquisition d'outils linguistiques permettant de penser plus vite. Une pensée sans interface sonore entre le monde et la conceptualisation dans le cerveau des données transmises par les sens est bien trop lente pour être efficace. C'est donc l'apparition d'outils linguistiques tels que les notions de temps, le verbe et les mots qui permit à l'homme, au cours de son évolution, de penser plus vite, donc de pouvoir enfin réfléchir rapidement pour réagir au stress provoqué par le milieu. Ainsi, à chaque progrès linguistique, les mutations aléatoires favorisant la prolifération neuronale dans certaines zones du cerveau liées à la mémorisation de données, à la cognition ou au maniement de symboles sonores, furent enfin conservées, car elles devenaient, par la vitesse de traitement des informations sensorielles données par l'évolution du langage, enfin utiles pour stocker et traiter des informations afin de réagir à des stress et préméditer rapidement des actions. Non seulement l'évolution du langage favorisa le développement du cerveau en volume, mais aussi permit à l'homme de réfléchir plus vite et en permanence.
L'étude de l'évolution des foramens crâniens, ces petites ouvertures à la base du crâne laissant passer des artères et veines menant ou partant du cerveau, montre qu'au cours de l'évolution humaine, le cerveau a augmenté son débit sanguin bien plus vite qu'il ne s'est développé en volume. Alors les foramen, je vous montre parce que c'est dans mon livre L'éveil des consciences. Alors ça, c'est pas une de mes découvertes, je vous l'explique un peu. C'est lié à mes découvertes, mais ça, c'est une découverte d'autres chercheurs. Voilà, les foramen, c'est ces petits trous-là qui sont là. Alors, il y a eu une étude très intéressante de la taille des foramen chez les hommes et chez nos ancêtres et chez les primates, et c'est très intéressant de voir l'évolution. Alors, le cerveau a augmenté son débit sanguin bien plus vite qu'il ne s'est développé. Alors, l'étude de ces foramen crâniens prouve que c'est le langage et les progrès linguistiques par le traitement rapide des données qui rendent la réflexion par sa vitesse enfin efficace pour réagir au stress du milieu et enfin utilisable en permanence, tout en faisant, par cette réflexion incessante et rapide, augmenter sensiblement le débit sanguin dans le cerveau pour l'approvisionner en sucre et en micronutriments. Ce débit sanguin cérébral important typiquement humain est donc en corrélation directe avec les progrès linguistiques permettant de penser rapidement et en permanence en son, et contraste avec nos cousins primates qui, en l'absence de langage complexe, ont un cerveau non seulement moins gros, mais aussi moins actif, bien plus économe et moins intensément irrigué, donc avec un débit sanguin proportionnellement moins important et des foramen crâniens proportionnellement plus petits. Donc c'est très intéressant de comprendre ça. Si vous avez compris, c'est comme on parle, on pense en permanence, on pense en permanence, on a un cerveau qui s'est développé, les foramen qui mènent le sang au cerveau se sont développés, ce sont des tubes qui se sont développés pour cela. Alors, je vais vous lire un autre petit texte qui s'appelle « Mutation et langage ». Ce soir, on parle du langage humain. Les mutations ne se conservent pas si un autre élément extérieur ne les rend positives. Certaines mutations n'ont d'utilité que si le langage a progressé techniquement. C'est ainsi que des notions de temps dans le langage sont apparues suite à la bipédie et à l'entrée en savane, entraînant l'utilité de mémoriser plus de données dans le cerveau et ainsi de réaliser des projections spirituelles futures ou passées par la parole et la pensée parlée, ce qui donnait un atout certain pour la survie de l'espèce. C'est donc l'évolution du langage complexe humain qui entraîne la conservation de certaines mutations. Mutations augmentant la prolifération neuronale, rendant le stockage de données et la rapidité de pensée plus puissants. Une puissante mémoire n'a aucune utilité si aucun outil culturel linguistique n'est là pour lui donner une fonction. Une mutation entraînant donc une prolifération de neurones et un accroissement de la taille du cerveau, ne peut être en rapport qu'avec un développement culturel, technique du langage. Un gros cerveau complexe n'a d'utilité que si au préalable des notions de temps sont déjà là. Par la suite, le cerveau continue à se développer quand la compression d'informations en sons par les mots se perfectionne, permettant ainsi de penser et de communiquer plus rapidement, ce qui n'était pas possible avant par la trop grande lourdeur des émotions et sensations mémorisées et non compressées en mots, rendant leur utilisation trop lente pour qu'elles soient fonctionnelles. Enfin, quand les notions de temps, au début juste indiquées par deux mots expliquant le passage au futur et au passé, se perfectionnent avec le verbe et la conjugaison, le cerveau achève son développement et sa complexification, permettant alors d'affiner par le verbe l'organisation sociale du groupe dans la projection future. C'est ainsi que chaque progrès technique dans la complexification du langage entraîne un développement en volume et en complexité du cerveau par sélection de mutations. Il n'y a donc pas de mutation entraînant une évolution du langage, mais une évolution du langage entraînant la sélection de mutations. Bon, il doit aussi y avoir quelques mutations favorables, mais globalement, c'est l'outil linguistique qui permet la sélection de mutations. Et c'est très intéressant de le comprendre. D'ailleurs, quand on étudie le langage, c'est marrant, mais par exemple, l'air de Broca, comme je vous l'ai, l'air de Broca est à gauche, ici,
parce que nous sommes une espèce droitière. Et l'avantage d'avoir une espèce droitière, c'est que on est génétiquement droitier, c'est que la communication est prévisible et passer un objet d'un individu droitier à un autre individu droitier accélère les actions du groupe et leur survie, puisqu'on optimise les réactions des individus entre eux et leur vitesse. Donc, l'espèce est une espèce droitière, donc quand elle se déplace, elle indique où elle va et où elle vient et d'où elle vient avec son doigt. Le pointage, typique qu'on voit les singes qui indiquent des choses, mais ils n'indiquent pas le temps réellement, puisque les singes évoluent en général quand ils sont les singes supérieurs comme les chimpanzés, qui est notre plus proche cousin, et nous avons un ancêtre commun à peu près 6 millions d'années. Eux sont aussi d'une espèce droitière, je crois, aussi, et ça facilite la communication. Et le fait d'indiquer les directions quand on se... Alors, le chimpanzé est en forêt, donc en forêt, on ne peut pas indiquer le futur et le passé, puisque c'est la canopée, c'est la végétation, le présent est partout. Mais dès qu'on se retrouve en savane, on peut indiquer l'horizon, donc où l'on va, ou d'où l'on vient à l'horizon, donc le passé et le futur. Donc on indique avec la main droite, ce qui permet la main droite, donc avec ce côté-là, bien sûr, et on va travailler les notions de temps avec, dans un premier temps, le côté gauche du cerveau qui rentre en partie dans la communication, bien que la communication, dans la parole, dans la façon, dans la communication verbalisée. C'est pour ça que des gens qui ont des accidents au côté gauche peuvent avoir des problèmes pour parler, mais la communication est globalement sur l'ensemble du cerveau avec des zones particulières. Donc il est évident que comme nous sommes une espèce droitière indiquant le temps, donc la direction avec la main droite, on va commencer à avoir un langage bien plus développé avec la main droite, avec le côté gauche, puisque ce seront les notions de temps qui vont commencer à s'imprimer de ce côté-là. Bien sûr, il y a des communications entre les deux hémisphères, c'est beaucoup plus complexe, et il y a même des gens qui peuvent avoir des accidents de ce côté-là, qui ont une verbalisation qui reste correcte avec une répartition quand même générale, et d'autres personnes qui, quand ils vont avoir un accident à l'air de Broca, vont être aphasiques. Ça arrive aussi, mais globalement, parce que le cerveau est un outil malléable. Voilà. Donc je vais vous lire un autre petit texte pour approfondir un peu sur la parole, sur le verbe. Ce petit texte s'appelle « L'homme, ce singe qui réfléchit » et qui est un texte qui ressemble un peu au précédent, mais il est bon de rabâcher un peu les choses pour que vous compreniez qui nous sommes. Ce sont les notions de temps et la compression de données sensorielles en mots qui ont permis le développement prodigieux du cerveau humain en volume et en complexité. Sans ces outils linguistiques, il serait inutile de stocker dans le cerveau une grosse mémoire avec des interconnexions d'analogies entre neurones permettant la réflexion. Car cette réflexion utiliserait trop de neurones et serait trop lente sans cette interface sonore. De plus, elle consommerait bien trop d'énergie car bien trop de neurones seraient utilisés en même temps pour traiter les pensées et les analyses, même les plus simples. Ainsi, penser à sa mère sans l'interface sonore mère ou maman forcerait l'individu à conceptualiser dans sa cervelle sa mère avec l'image de sa mère, le son de sa mère, les sons que sa mère produit, l'odeur de sa mère, la consistance et la chaleur de sa mère, ce qui est extrêmement lourd à gérer et peu économique. La pensée analytique humaine est donc la plus rapide et la plus performante du monde animal grâce à son interface sonore et ses outils linguistiques, ce qui permet à l'homme de penser rapidement en permanence pour envisager tous les futurs possibles et trouver les solutions les plus efficaces à sa survie. Si le cerveau humain pense en permanence et consomme plus que le cerveau des autres primates, qui est souvent mis en stand-by au repos, c'est que sa capacité d'analyse rapide liée à son interface sonore en fait le plus puissant et efficace organe d'analyse du monde animal. Analyse interne verbale qui, en définitive, rapporte plus d'énergie qu'il n'en consomme. Une étude sur le calcul du débit sanguin cérébral par l'analyse du diamètre des foramens crâniens chez nos ancêtres, chez l'homme et chez les grands primates modernes, montre qu'au cours de l'évolution humaine, le débit sanguin dans le cerveau s'est accru proportionnellement bien plus vite que le volume du cerveau lui-même, indiquant que si au cours de son évolution le cerveau des hominidés devenait de plus en plus gros, il travaillait aussi proportionnellement bien plus, cela étant en corrélation directe avec l'apparition d'outils linguistiques et d'une interface sonore
en mots. Une seconde étude sur des électroencéphalogrammes faits sur des grands primates modernes montre une mise à l'arrêt partielle de leur cerveau quand ceux-ci sont au repos. Ce qui veut dire qu'ils réfléchissent peu quand ils ne sont pas en situation active. Cela étant encore directement en rapport avec l'absence d'un langage complexe verbal, avec notion de temps et compression de données en mots, empêchant la réflexion verbale d'analyse que les hommes pratiquent souvent au repos pour préparer l'avenir et maîtriser le monde. L'homme est donc le seul singe bipède capable de dire je suis, j'étais et je serai, et qui même au repos ne cesse de penser. Voilà, l'homme pense en permanence, hein, et quand vous êtes dans votre fauteuil, vous réfléchissez à ce que vous allez faire plus tard grâce à cette interface sonore. Hein. Vous visualisez le monde, mais vous pensez aussi en parole, hein, en son, hein, ce qui vous permet d'accélérer votre réflexion, hein, comme un film qu'on passerait en faible définition et que vous approfondissez quand vous vous mettez à visualiser en détail. Voilà, et ça, c'est ce qui fait l'homme, et c'est très intéressant de le comprendre. Vous voyez que l'homme s'est bâti autour du verbe et autour des notions de temps dans le langage. Et c'est ce verbe et ces notions de temps qui vous poussent encore plus loin, hein, qui vous poussent par ce verbe, hein, par cette capacité de parler du futur, devant la mort, hein, c'est-à-dire devant la notion de finitude, hein, et qui vous place devant l'angoisse du non-être. Hein. C'est terrible pour un animal. Nous quittons quelque part le paradis originel et l'insouciance de la genèse de l'humanité, hein, qui ne pense pas à la mort en permanence puisqu'il n'a pas la capacité de se conceptualiser par le verbe dans un passé lointain. On pense, hein, les animaux pensent, préméditent des actions, mais ne l'expriment pas. Et c'est le verbe, hein, qui a mis l'homme, hein, la notion de temps, hein, c'est ce cerveau qui a mis l'homme devant la possibilité de se projeter par le verbe dans le futur et le passé, et dans le futur lointain qui est la mort, sa propre mort et la finitude. Mais grâce, je dirais, à cette capacité de dire je suis, j'étais et je serai, de se projeter spirituellement dans le futur, l'homme a eu la capacité à trouver l'antidote à cette angoisse qui est quelque part la croyance et la religion en l'esprit qui perdure. L'esprit, la spiritualité, elle naît du langage humain, elle naît des notions de temps, puisque la spiritualité, c'est la capacité de concevoir l'esprit. L'esprit indépendant du corps, l'esprit sans le corps, l'esprit décorporé, l'esprit n'ayant pas besoin d'un support organique pour exister, puisque si l'on projette par le langage notre esprit dans le futur, le passé, dans des futurs hypothétiques, des passés mémoriels, ou dans des mondes imaginaires, cela nous permet de penser que, devant l'angoisse de la mort, cet esprit que nous projetons par le verbe peut peut-être survivre à la corruption des chairs, hein, à la mort du corps et à sa décomposition. Et ainsi naît, dans le passé le plus ancien de l'humanité, hein, dans cette humanité avec un langage très primitif, mais avec des notions de temps et des débuts de compression de données en mots, naît une certaine spiritualité, hein, et naît les premières croyances en l'esprit. Hein, l'esprit qui perdurerait à la mort, hein, l'esprit des morts, hein, l'esprit des animaux, de nos proies, l'esprit de la nature, hein, l'esprit des forces du monde, hein, qui, plus tard, deviendront les dieux et, plus tard, dans les religions monothéistes, le Dieu ultime, créateur de tout, qui insuffle l'esprit en nous tous. Mais l'esprit, la conception d'esprit est liée au verbe et à cette capacité de dire je suis, j'étais et je serai. Vous voyez que ma découverte scientifique qui paraît si simple est une découverte qui vous explique qui nous sommes et où nous allons et pourquoi nous sommes ainsi, qui explique la spiritualité humaine en partant de choses très physiques et la bipédie et le pointage. Hein. Tout s'explique dans ce monde qui n'est peut-être d'ailleurs qu'une illusion dans laquelle nous vivons. Mais en tout cas, l'illusion est régie par des lois très strictes. Donc, du verbe naît la spiritualité, comme je voulais expliquer, hein, grâce aux notions de temps dans le langage, hein, qui vous place devant la mort, mais qui vous permet de vous rassurer grâce à cette notion d'esprit
qui est cette capacité de se concevoir par le verbe en d'autres lieux et d'autres temps, donc de se concevoir décorporé. Alors ça va très loin, c'est pour ça que dans beaucoup de religions, les esprits sont ailés, hein, les djinns, les esprits bons ou mauvais, hein, sont souvent des ailes, les anges, les diables, les djinns, tout ça, ce sont souvent des choses aériennes, hein, bah oui, aériennes, parce que le langage projette une vision, hein, donc projette quelque chose d'éthéré, hein, c'est quelque chose qui n'a pas de corps, hein, mais en vérité c'est dans notre tête tout ça. C'est pour ça que les esprits sont des oiseaux. D'ailleurs, une représentation à Lascaux où on voit un bison qui vient d'être tué, hein, un bison qui vient d'être tué, il est éventré, on voit ses boyaux qui sortent, et à côté il y a un homme qui est visiblement mort, puisqu'il est allongé, il a sa bite droite. Alors bite droite, ça veut dire qu'il a eu sûrement un choc percuté, un choc cervical, hein, qui l'a tué, hein, une réaction première, c'est un priapisme, c'est terrible à dire, et on voit cet homme mort, et à côté on voit un petit oiseau posé. Alors est-ce que c'est un petit oiseau là que l'artiste de l'époque a voulu mettre, ou est-ce l'esprit de l'homme mort qui est prêt à s'envoler? L'esprit de l'homme est un oiseau, l'esprit s'envole comme le verbe part, et le verbe vous emmène, hein, sans le corps, en d'autres lieux et d'autres temps. Donc c'est toujours intéressant de comprendre que la spiritualité est liée aux notions de temps et au verbe, et c'est dans la Bible, au commencement était le temps, était le verbe, hein, commencement était la parole. Et quand Moshe, dans l'Ancien Testament, se retrouve face à Yahvé, hein, à Dieu, et il lui dit « Qui es-tu » Dieu lui répond, dans la traduction à peu près, c'est « Je suis celui qui est, je suis celui qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis », traduit ensuite par « Je suis celui qui est ». Donc la capacité verbalisée de dire « je suis ». Il se retrouve devant le buisson ardent, qui est symboliquement l'énergie, hein, puisqu'on parle avec un langage très primitif, hein, de pasteur de l'époque. Hein. On ne connaît pas le Big Bang. Décrire l'énergie, c'est très dur. Donc, il décrit là un buisson ardent, l'énergie. Hein, sûrement, il a reçu un coup sur la tête. Hein, et il voit Dieu, hein, il se voit lui-même quelque part. Il voit l'énergie et pose la question à Dieu. Mais qui es-tu? Je suis celui qui est. Hein, voilà. Et c'est l'énergie générant le verbe. Le monde générant la conscience verbalisée. Hein, ce qui est formidable. Le monde, le Big Bang, le chaos, hein, génère l'énergie, génère la matière qui va générer la vie, qui va générer l'homme, et en l'homme la conscience. Hein, je suis, la capacité de dire je suis quelque part, la capacité du Big Bang et de l'énergie de dire je suis en l'homme. Hein. Il n'y a pas le Big Bang, hein, génère l'homme, hein, mais le Big Bang génère ce chaos, génère aussi des Airbus et des Boeing, par l'intermédiaire, bien sûr, des hommes. Mais c'est du chaos que naît un Boeing. Et oui, hein, ce cheminement mène aux ordinateurs, hein, fabriqués par l'homme, mais l'homme est une interface entre le Big Bang et les ordinateurs, en espérant que les ordinateurs, que l'IA ne nous effacera pas, bien sûr. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. C'est une petite vidéo pour vous montrer à quel point je mérite le prix Nobel. Ça paraît idiot, ce n'est pas une découverte comme Fleming, hein, bien sûr, et les antibiotiques. Mais c'est une découverte anthropologique majeure qui vous permet de comprendre que tout s'articule autour du langage humain, des notions du temps et des mots. Hein. Et c'est ça qui fait l'homme, c'est les notions de temps et les mots, ces compressions de données en mots qui sont des interfaces sonores, de compression de données. Hein. Nous fonctionnons réellement comme une IA, hein, et l'IA fonctionne réellement comme nous. Voilà. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères.